Chers amis d'Omerta, je me trouve aujourd'hui à Tchassiviar. Tchassiviar, c'est en ce moment le point le plus chaud du conflit russo-ukrainien. Nous préparons le prochain reportage que vous pourrez retrouver dès maintenant dans leur série d'Omerta, leur série numéro 2, Ukraine, la guerre sans fin. Dans ce numéro exceptionnel, vous allez pouvoir retrouver 3 ans de reportage d'Omerta sur l'intégralité des 1200 km de la ligne de front, de Kursk à Lugansk, à Donetsk, jusqu'à Kherson. Dans ce magazine aussi, vous allez retrouver les meilleures analyses, les meilleures prospectives de ce conflit, notamment avec la participation des experts du Centre français de recherche sur le renseignement. Pour nous soutenir et pour qu'on continue notre travail, pour qu'on poursuive notre travail sur le terrain, eh bien alors procurez-vous ce magazine dès à présent en prévente sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci et à très vite. On est avec Régis Le Sommier, vous le savez, il est passé souvent sur la chaîne, cofondateur du média Omerta, ancien grand reporter notamment à Paris Match, dont il était le numéro 2 de la rédaction. Grand reporter encore aujourd'hui, bien sûr. Il a fait des reportages remarquables avec Omerta, à courez les voir avec Charles d'Anjou. Et il a sorti donc un bouquin qui est déjà extrêmement bien noté sur Amazon, qui s'appelle « Qui est le diable, l'autre ou l'Occident ?» Tout un programme, parce que évidemment, vous vous rappelez, Régis a connu la belle époque où il y avait l'axe du bien. George Bush, et puis l'axe du mal en face. Puis entre-temps, on a vu que les notions de mal et de bien étaient peut-être un peu plus nuancées. Régis Le Sommier, bonsoir. Bonsoir Idriss. Je vous donne les éléments de la revue de presse. Donc d'abord, à l'annonce des négociations entre Trump et Poutine, les marchés financiers moscovites ont explosé. Le Gazprom notamment a pris 5%, les Yandex a pris 2%. Enfin, la bourse de Moscou s'est jamais mieux portée. Donc ça, quand même, de votre point de vue, 2 minutes, si vous avez un commentaire. Je vous disais, hier, c'était la journée, la totale. Enfin, je veux dire, il y avait que des bonnes nouvelles pour. Je suis pas sûr, par contre, que le rouble soit en excellente santé. Donc, il y a quand même des signes. La réserve, la banque centrale russe a monté les taux. Mais donc, du coup, en effet, il y a de l'inflation. Le rouble, mais ils ont monté les taux jusqu'à 19%. Donc là, le rouble est une monnaie. Pour Gazprom, c'est directement l'idée que, par exemple, les Allemands vont rebrancher les tuyaux un jour ou un autre. Voilà, c'est évident. Même, je pense que même si c'est la CDU et l'AfD, c'est évident qu'ils le feront. Même si c'est la CDU, ils vont le faire aussi. L'économie allemande a commencé à couler, à péricliter depuis qu'elle a perdu le gaz pas cher russe, qui était la source du Deutsche Qualität, c'est tel qu'il avait été défini par Gerhard Schröder. C'était les hydrocarbures russes, le marché, les échanges économiques avec la Chine et la sécurité, on l'a donné aux Américains. Donc c'était ce triptyque qui a fait la fortune de l'Allemagne. Voilà. Et aujourd'hui, l'Allemagne, elle est privée d'un pied. Et donc, je pense que c'est une évidence, comment Alice Weidel, évidemment, l'a exposé. La CDU a été moins vocale là-dessus. Mais au vu de l'évolution, l'Allemagne et la Russie vont recoopérer, c'est une évidence. Alors, également, il a été confirmé, alors d'une part, bien sûr, qu'il n'y aura pas de troupes américaines en Ukraine, que ce sont les Européens qui paieront. D'autre part, la prétendue théorie du complot des biolabs en Ukraine a été confirmée pas récemment, ça fait presque 1 an maintenant. Par contre, ce qui a été confirmé davantage, elle a été confirmée par le New York Times il y a plus d'1 an, mais il est maintenant aussi confirmé que l'USAID avait balancé de l'argent dans ces fameux biolabs ukrainiens. D'ailleurs, Tulsi Gabbard qui a été confirmé, ça y est, Tulsi Gabbard est entièrement confirmée. Et je fais une parenthèse, Bernie Sanders, qui pourtant, elle l'avait défendu quand elle était démocrate, elle l'avait défendu becs et ongles, elle avait risqué sa carrière pour lui. Bernie Sanders a voté contre elle. Bon, ça me fait un peu mal, j'aurais préféré qu'il se fût abstenu. J'avais une bonne image de Bernie Sanders. Voilà, moi aussi, honnêtement, j'avais une bonne image de lui. Mais donc là, Tulsi Gabbard vient de faire un reel comme sur TikTok, quoi, ou sur Instagram. Comme elle fait souvent. Comme elle fait souvent, absolument. C'est vraiment une comment on dit, Y-gen, enfin, génération Y. Et elle dit, voilà, il y a 25 à 30 biolabs ukrainiens. Les rumeurs disaient qu'ils travaillaient notamment sur les armes bioethniques, qui sont une réalité. La CIA a vraiment mené des recherches sur les armes bioethniques. Maintenant, pourquoi pas en Ukraine, puisque c'est l'idée si on fait des armes qui pourraient tuer les Slaves. Là aussi, en tant que journaliste, quel est votre ressenti, votre analyse sur le fait d'abord
on a connu un véritable terrorisme intellectuel. On n'avait pas le droit d'envisager cette possibilité, comme on n'avait pas le droit d'envisager d'ailleurs que le Covid-19 sorti du P4 de Wuhan. Donc déjà, de ce point de vue-là, faire son travail de journaliste. Si vous êtes reporter de guerre, vous dites, bon, elle est violable en Ukraine. Vrai ou faux? C'est le métier d'un journaliste de répondre à cette question, d'aller enquêter. Ben, on ne pouvait pas. Non, on pouvait pas. De même que l'ordinateur de Hunter Biden est resté longtemps non accessible et que finalement l'enquête a Présenté comme une commencé. intoxication russe, hein. Intoxication russe, on dit. Oui, On dit alors ça, il y a plusieurs, eu mais bon, c'est vrai, on accusait la personne en question d'avoir des visées pro-russes ou d'être proche idéologiquement de Poutine et ça suffisait pour être disqualifié. Ça a été le cas aussi avec l'analyse de cette guerre en Ukraine, quand nous, on y allait, y compris côté ukrainien, quand je revenais, j'avais rencontré un instructeur américain à Yavoriv, qui était le centre de recrutement de la Légion ukrainienne, le type qui était à la manœuvre avec les gars avec qui j'étais, que j'accompagnais en tant que journaliste. Je n'ai pas dit que j'étais journaliste tout de suite, et j'ai laissé voir, et je me suis rendu compte que c'était pas du tout les Ukrainiens, il y avait 2 officiers ukrainiens qui étaient là, qui sélectionnaient les gars, mais que c'était l'Américain. J'ai eu son nom, quand il s'est aperçu que j'étais journaliste, il m'a demandé de partir. Après, il est revenu en se disant quand même, faut que je communique. Et donc, il m'a donné son nom et j'ai vu son pédigré. Bon, ancien type qui a fait de l'informatique et qui a été en Irak dans les premiers, en gros, force spéciale. Donc voilà, vous voyez, vous avez le profil du gars et ensuite vous comprenez ce qu'il fait en Ukraine. Mais il était à la formation à la sélection des étrangers voulant rejoindre la Légion ukrainienne, donc aider l'Ukraine. Voilà, j'ai dit ça, on m'a regardé. Par exemple, je n'ai plus jamais écrit à cause de ça, je vous le dire. Je n'ai plus jamais écrit pour le Figaro Magazine. J'étais parti pour le Figaro Magazine. On m'a fait comprendre que je pourrais écrire peut-être un jour pour le Figaro Magazine, mais certainement pas pour l'Ukraine. Et comme par hasard, je le dis pour la première fois, la semaine suivante, vous aviez une couverture où il y avait, dans le secret du QG de l'OTAN à Bruxelles. Voilà. C'est la semaine suivante. Donc voilà, donc j'ai bien compris. Et ça, je vous parle d'avril 2022. Ensuite, j'ai fait autre chose. Mais si vous voulez, quand on vous dit, quand vous voyez des choses que vous les rapportez, parfois on vous dit non, c'est pas, en fait, t'aurais pas dû dire, voilà, t'aurais pas dû voir ça. Alors pour ce qui est des labos, etc., vous avez raison. Et ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup de complotisme d'hier sont la réalité d'aujourd'hui. Donc tant mieux que Tulsi Gabbard, c'est pas la première fois qu'elle parle de ça, mais je voulais aussi mettre l'accent aussi sur un autre aspect. Quand vous vous rendez compte que pour ce qui est du 6 janvier, que la commission d'enquête du 6 janvier, les arrestations qui ont lieu, donc l'attaque du Congrès par les partisans de Trump, même si Trump a été disculpé, il a été révélé. Il avait appelé au calme, il faut rappeler ça. Bien sûr, il avait dit aux gens de rentrer chez eux. Ce qui s'est passé, c'est que sur cette enquête particulière, sur le 6 janvier, qui est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, le FBI avait diligenté 40% de la totalité de ses agents. Là, on l'a appris, c'est Musk qui nous apprend. Totalement politique. Absolument. 40%, vous imaginez, sur un événement qui, bon, il y a eu 3 morts, ok, il y a eu des crimes, les types devaient payer, ils devaient être, mais 40% pour traquer. Par contre, sur le portable de Hunter Biden, aucun enquêteur de FBI. Donc là, évidemment, vous avez tout ça, ça y est, le roi est nu, on a compris l'intention, s'il s'agissait de la part d'une administration de Biden de s'attaquer à ses opposants, en fait, c'est ça, d'utiliser des moyens, on va dire, de l'administration du pays, ou en tout cas des moyens fédéraux, à des fins justement de cibler son adversaire. Et donc on est clairement dans un détournement à des fins politiques. Et donc c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors après toute la campagne effectivement de soutien à l'Ukraine, moi je serais intéressé de savoir quelles sont les conséquences et qui en Europe a croqué de USAID. On va peut-être apprendre des choses. On va peut-être apprendre que les voyages de Monsieur BHL ou la présence de Monsieur Glucksmann en Géorgie n'était peut-être pas non plus, c'est peut-être pas l'argent de sa poche qui est venu.
on va voir. Je dis ça, voilà. Après, c'est peut-être faux, mais en tout cas, on aimerait bien savoir et peut-être que ça mérite une enquête. Et ça me permet d'aller. Alors, je prendrai les questions du chat à la fin, donc du coup, on va avoir le temps de parler de la revue de presse. Alors oui, bon, j'avais un truc sur Dimitri Medvedev. Je vous demanderai votre réaction après, parce qu'évidemment, les prises de parole de Dimitri Medvedev depuis qu'il n'est plus chef d'État sont de plus en plus brutales. Donc, Mike Benz, journaliste d'investigation américain, qui fait de plus en plus parler de lui, qui est extrêmement cité aujourd'hui, aussi bien dans les médias alternatifs que les médias classiques américains. Mike Benz a dit dernièrement, alors voilà, l'USAID, ce n'est pas le boss de fin, pour parler en vocabulaire de jeux vidéo, mais c'est la clé qui ouvre la porte du boss de fin, à savoir le Pentagone. Donc, il réagissait à une interview qu'il avait donnée chez Joe Rogan, où il disait, voilà, rappelons que le Pentagone et c'est Yahoo Finance qui l'avait rapporté, le Pentagone a un trou sans facture de 35 000 milliards de dollars. C'est le PIB américain, c'est la dette américaine. 35 000, je sais pas, vous et moi, vous avez été patron de presse, vous êtes patron de presse, on rate une facture dans notre déclaration, dans notre dépôt de compta d'entreprise, immédiatement, on est dans l'illégalité. Une facture pour de l'argent qui n'est pas de l'argent public. Là, le Pentagone n'a pas les reçus, n'a pas les bordereaux pour 35 000 milliards de dollars de dépenses. On ne sait pas où sont allés 35 000 milliards de dollars de dépenses. Certes, c'est accumulé depuis que le Pentagone existe, donc juste la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un truc de dingue, c'est complètement inimaginable. Quelle est votre opinion là-dessus? En effet, mais c'est inimaginable, mais pas surprenant, dans la mesure où le budget militaire de la défense américaine a été multiplié par 10, on va dire, en 20 ans. Aujourd'hui, il avoisine les 850-900 milliards de dollars et il est en constante augmentation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a un consensus. C'est que tant chez les républicains que chez les démocrates, on vote quand même l'augmentation du budget, même si on peut quand même raisonnablement se demander à quoi servent 850 milliards de dollars et si là-dedans, il y aurait peut-être moyen d'allouer une partie de cet argent peut-être pour soigner le peuple américain victime de toxicomanie, développer des programmes pour l'enfance, endiguer les phénomènes d'obésité et finalement, et je pense qu'il y a je crois que Trump d'ailleurs a mandaté aussi Musk pour faire un audit sur le Pentagone. Absolument, mais là on se demande s'il va pas se faire tuer justement parce que ça on verra, mais il est clair que en fait le Pentagone aussi, comme la CIA est en train en ce moment, et je pense sous la houlette de Tulsi Gabbard qui va chapeauter toute la panoplie des 27 agences. Je pense que la CIA, et c'est une bonne chose, va comme je dis, rentrer dans sa boîte. Et voilà, c'était un truc tentaculaire qui avait pris. Moi, j'ai eu l'occasion effectivement d'être de m'y rendre, d'aller à l'Anglais pour interviewer à l'époque pour un livre David Petraeus. Alors Petraeus était un inhabituel pour la CIA, mais j'y suis allé 2 fois. J'ai passé beaucoup, on va dire quelques heures. Avant que j'oublie, Brennan vient d'être révoqué dans son accréditation secret défense. Donc Brennan, l'ancien patron de la CIA. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, très rapidement? Brennan, c'était l'homme du développement du drone. C'était celui qui avait, on va dire, sous Barack Obama. Bon, après, on voit les choses mais c'est le plus grand tueur de terroristes. Voilà. Oui, c'est le plus grand, mais c'est le plus grand assassin en général, parce que d'un côté, je comprends pour la question du terrorisme, mais de l'autre, on voit ce que Wikileaks a sorti. Il y avait au minimum 70% de dommages collatéraux au Yémen, par exemple. D'ailleurs, au Yémen, pour prendre cet exemple, il y a eu un cheikh d'Al-Qaïda qui avait été assassiné. Son fils était assassiné avec lui, mais le fils avait la nationalité américaine. Donc, il y a eu une sorte de problème. Voilà. Et sur le drone, autant les États-Unis pratiquent l'extraterritorialité pour la question du droit, mais ils la pratiquent aussi pour la question du drone. C'est-à-dire qu'ils interviennent, le JSOC. Moi, je sais à l'époque de McChrystal que aussi j'avais rencontré, quand McChrystal pilotait le JSOC Joint
Special Operation Command, c'est-à-dire pour l'armée, hein, on est dans le cadre du Pentagone, pas dans le cadre de la CIA, même si les deux sur l'opération d'Abbottabad contre Ben Laden, par exemple, c'était une opération JSOC encapsulée, c'était une opération CIA qui utilisait des moyens militaires, des moyens de l'armée, donc notamment les Navy Seals. Et en fait, quand McChrystal dirigeait le JSOC, avant de devenir le commandant en chef en Afghanistan, eh bien, ils intervenaient dans 27 pays différents dans le monde. Et je me suis fait dans ma tête, quand il m'a dit ça, quand je l'avais interviewé, il m'a dit « We're in 27 countries ». J'ai eu du mal à trouver 27 pays pour lesquels il y avait une raison valable, pour lesquels il y a des opérations clandestines américaines menées, il dit « every day ». Bon, ouais, c'est l'international de l'assassinat et c'était un dingue. Voilà. Et puis, bah, évidemment, comme c'est clandestin, mais vous imaginez aussi toute la gestion des prisons clandestines qui se trouvaient en Pologne, en Roumanie. Il y a eu quand même tout ce qui a été Black Ops, en fait. Tout ça a coûté de l'argent et évidemment, tout ça se paye un jour. Et dans le budget, bah oui, il y a des trous, c'est évident. Ok, donc je voulais aussi avoir votre opinion avant, et encore une fois, je prendrai les questions du chat moi-même. Alors, d'une part, on a Frédéric Egui, qui est journaliste indépendant, mais c'est un ancien de RT, mais il est complètement indépendant aujourd'hui, qui nous a fait ce résumé sur lequel j'aimerais avoir votre avis. Et après, je parlerai donc de la prise de parole de Medvedev. Alors, d'abord, Frédéric Egui, pas d'adhésion à l'OTAN, cession de territoire. Trump reconnaît la défaite totale des États-Unis en Ukraine dans son premier, enfin des États-Unis de l'OTAN en Ukraine dans son premier échange téléphonique avec Poutine. Il le cite: "Je suis juste ici pour essayer d'obtenir la paix." Fin de la citation. A souligné le président américain dans la foulée de sa discussion avec son homologue russe. Nouvelle citation: "Je ne me soucie pas tellement de quoi que ce soit, si ce n'est que je veux que des millions de personnes cessent d'être tuées." Alors cependant que Zelensky lui a quand même offert les gisements de terres rares et de lithium. Les Russes sont en train d'en contrôler. Et enfin, dernière citation de Trump: "Nos objectifs communs devraient être de placer l'Ukraine en position de force." Ah non, pardon. Ça, c'est, oui, ça. L'Ukraine et l'Europe doivent faire partie de toute négociation, ont éructé la Commission européenne et 7 pays de l'UE à l'issue d'une réunion à Paris. Donc, je voulais terminer là-dessus. C'est-à-dire que là, on voit une dissonance cognitive totale entre la diplomatie européenne, qui n'est même pas reconnue, qui n'est même pas invitée à la table des négociations, et on se rappelle du fameux proverbe: si vous n'êtes pas à la table, c'est que vous êtes au menu. Donc, on va devoir payer, on va devoir patrouiller, ce ne sera pas des troupes de l'OTAN. Est-ce que vous pouvez nous faire un dernier point sur ce rapport de force et en fait sur ce court-circuitage absolument total les gens ne voient pas forcément que quand LCI nous disait mais non, jamais les Ukrainiens ne négocieront sur leur territoire, la Crimée est et restera toujours ukrainienne. On a eu un revirement complet en même pas 6 mois et j'ai l'impression que le public ne s'en est même pas rendu compte en fait. Le public, s'il regarde LCI, il peut quand même aujourd'hui se rendre compte qu'il y a quand même une dissonance totale entre la réalité, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, y compris sur la question militaire à proprement parler, sur ce qui se passe sur le front. Les Russes aujourd'hui ont accéléré le tempo, ce qui d'ailleurs gêne beaucoup Donald Trump, parce que à partir du moment où il a fait ses promesses de paix, on était pendant la campagne, c'était plus facile peut-être pour la Russie de dire bon, ok, on arrête là et on enlève les sanctions. Là aujourd'hui, je pense que même si Poutine et Trump font des déclarations comme quoi ils ont tenu des conversations de 90 minutes et qu'ils vont se rencontrer, et qu'il y a vraiment une nouvelle relation américano-russe qui est sur les fonds baptismaux, eh bien, il y a quand même il y a plus d'avantages aujourd'hui pour Poutine qu'il y en avait comment on va dire, il y a 4 ou 5 mois. Le tempo opérationnel a augmenté, les Russes ont pris des positions dites comme ça, parce que vous ne trouverez pas ça sur LCI, mais Toretsk, qui est une ville qu'ils ont conquise il y a 2 jours, est très importante, parce que là, vraiment, ça ouvre la voie à la fois vers Pokrovsk et vers le nord, c'est-à-dire les dernières forteresses de Sloviansk et les Russes. Après, il n'y a plus de fortification. Après, c'est que la plaine du Dniepr. Mais même, il y a il y a une ville qui s'appelle Konstantinovna, qui est vraiment une ville
étape pour la rotation des troupes ukrainiennes. Et cette ville, elle va être directement menacée, alors que la ville de Gorlovka, qui était, quand les Ukrainiens tenaient Torres, qui pouvait avoir à portée de canon, et voilà, aujourd'hui, tout ça c'est terminé, et le front se déplace. Alors, tout le monde dit, vous savez, l'argument habituel des généraux de plateau, c'est de dire, oui, mais les Russes, ils avancent très lentement. Ils avancent très lentement, mais les positions qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui, derrière, il n'y a plus rien. Où il y a très peu de choses. Et quand les Allemands, et ça, il faut toujours regarder l'histoire, quand les Allemands ont perdu le Donbass en fin 43, ils se sont repliés directement derrière le Dniepr, et ça a été la bataille de Tcherkassy. Et donc, quand ils ont perdu le Donbass, ils sont pas arrêtés dans l'oblast de Dniepro, par exemple. Et ils ont franchi le Dniepr, et ils ont repris le Dniepr comme une frontière naturelle, ce qui était assez légitime, et toujours ce que font toujours les armées, et ce qu'avait fait l'armée russe aussi quand elle a évacué Kherson. Et donc là, aujourd'hui, on est dans peut-être un tournant. Pourquoi Poutine, dès lors, dirait-il à son armée, arrêtez les gars, c'est bon, stop. Donc là, voilà, donc ça donne plus de difficultés à Trump pour construire la paix. Pour Poutine risque d'être beaucoup plus gourmand, de se dire bah on va laisser comme les choses sont à notre avantage, on n'est pas à l'abri non plus d'un effondrement à un endroit de l'armée ukrainienne, et donc on va continuer jusqu'au bout, quoi. Alors ça c'est le premier point. Maintenant, la Russie souffre quand même des sanctions et aimerait bien, évidemment, et donc tout ça, ça va être un échange, une façon de monnayer. Mais le problème pour les Européens dans cette histoire, c'est qu'à force, effectivement, de baigner dans l'irréalisme absolu, tant sur sa vision de l'Ukraine, vous savez, toutes les salamalek d'officiels, d'Anne Hidalgo qui allait à Kiev, on en a vu défiler, etc. Et tout ça en disant oui, comment nous soutenons l'Ukraine, nous allons jusqu'à la victoire et jusqu'à ce qu'il... Enfin, tout ça, ça nous a complètement illusionné. Je pense qu'aussi un certain nombre de journalistes ont eu une vision, et surtout des journalistes qui n'allaient pas sur le terrain, parce que moi j'ai discuté aussi avec des journalistes qui allaient sur le terrain côté ukrainien, et il y avait quand même déjà des signes depuis longtemps le problème des désertions. Il est évident, combien de fois on l'a pas vu sur les chaînes mainstream, ce problème, et on le voyait, on ouvrait nos comptes Twitter, on voyait les sergents recruteurs et toutes ces vidéos là, elles venaient d'Ukraine, elles venaient pas, c'était pas la Russie qui les trafiquait. Ensuite, il y a eu l'horreur de ce que je vous disais, les attaques de drones, les prisonniers, des combats corps à corps, des trucs absolument atroces. Bon, cette guerre-là, elle était pas gagnable dès le début. Il y a eu quelques généraux qui ont expliqué que il fallait, il y avait un problème de masse critique. Les Russes sont 141 millions, les Ukrainiens 40 millions, on va dire. C'est pas possible de gagner, même avec la meilleure armée, avec le meilleur truc. Donc pourquoi est-on allé dans cette truc pour se prendre cette défaite qui est quasiment reconnue par Trump? Et nous, les Européens, je crains que ce soit encore pire que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne soit pas en mesure de ne pas faire ce que Trump nous dit. C'est-à-dire, Trump, il va imposer son truc, et les propos de Kaja Kallas n'ont aucun sens. C'est-à-dire, on n'a pas aujourd'hui la matière, on va dire, l'armement, la volonté de remplacer les États-Unis en Ukraine. On paye déjà plus que les États-Unis, mais la part que payent les États-Unis, s'ils ne la payent plus, on ne pourra pas compenser. Donc, surtout, voilà, ils étaient au centre du jeu, nous étions périphériques. Il y a beau avoir des Anglais ivres de russophobie, qui vont se mettre, qui vont quasiment prendre la tête de l'armée ukrainienne. D'ailleurs, le général Maril, que j'ai interviewé sur Omerta il y a 2 jours, m'expliquait que il y a eu des séances. Ça, il le sait parce qu'il a encore des antennes parmi les gens d'Active. Il y a eu des séances où les officiers anglais disaient aux Ukrainiens il faut foncer, et où certains officiers ukrainiens ont regardé les officiers anglais, leur ont dit attendez, c'est le sang de nos hommes, ça. C'est pas vous qui êtes sur le terrain. C'est le sang de nos hommes. Donc, vous voyez, donc ça s'est pas forcément bien passé aussi, contrairement à ce qu'on nous a raconté aussi. Donc, les Anglais ont été très à l'offensive, toujours cette vie. L'empire maritime contre l'empire continental dominant, hein, que ce fut Napoléon à une époque. Il y a toujours eu, et puis les réminiscences du grand jeu
en Asie centrale entre la Russie qui cherche à atteindre les mers du Sud et l'Angleterre qui veut l'en empêcher. On est toujours dans cette voilà. Mais je ne crois pas que malgré toute la bonne volonté et l'état surtout de l'armée anglaise aujourd'hui, on puisse se substituer aux Américains. C'est illusoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, voilà, si on veut pas que l'Ukraine s'effondre, si on veut lui venir en aide, bien, il va falloir qu'on accepte ce que Trump nous propose. Et quel que soit le scénario qu'il nous propose, ben, je pense que on n'aura pas le choix de l'accepter et ces remontades de Kaja Kallas. D'ailleurs, on n'entend pas Ursula von der Leyen, c'est quand même assez étonnant. Oui, elle a été silence absolu, notamment face à J.D. Vance. Et là, voilà, Maître Bianchi, qui est un habitué de la chaîne et qui est notre spécialiste pour les questions légales, nous dit: vous devriez inviter l'excellent romancier Bruno Le Maire pour qu'il nous parle de la façon dont il a mis l'économie russe à genoux. C'est vrai qu'en matière de désinformation sur LCI, ça se posait là. Donc, vous aviez dit que vous deviez y aller. Alors, les deux dernières questions. Déjà, le point sur la déclaration rapide mais brutale de Dimitri Medvedev. Alors, voilà, l'Europe frigide et folle de jalousie et de rage. Il a vraiment publié ça. Oui, c'est comment dire, spinster, puisque ça veut dire spinster, ça veut dire un peu la vieille, comment on dit en français, j'ai oublié, non, bon, la vieille Europe. C'est la vieille fille. C'est ça. Exactement, la vieille fille frigide d'Europe est folle de jalousie et de rage. Elle n'a pas été prévenue de l'appel entre Poutine et Trump. Cela montre le rôle ça montre que cette Europe ne trouvera plus jamais de mari. Ce n'est pas surprenant. Le temps de l'Europe est terminé. Elle est faible, moche et inutile. Voilà, ça c'est Dmitri Medvedev, qui était pourtant très occidentalisant à une époque. Oui, tout à fait. Commentaire c'est terrible d'entendre ça parce que ça devrait normalement nous dire faut se bouger. Que peut-être quand on touche le fond, ben, on peut peut-être essayer de remonter et de rebâtir quelque chose. Je dis que hélas, c'est à mettre en parallèle de la déconvenue totale, par exemple, de la France en Afrique, du recul absolu, de l'effacement total. On a encore, je sais pas, 250 soldats au Gabon peut-être et une présence aussi importante à Djibouti, mais sinon c'est terminé. Et on est censé avoir l'armée la plus solide d'Europe en termes de nombre de soldats, en termes du nombre de divisions, qui est capable de déployer, de projection, bien sûr, l'armée de l'air, la dissuasion. D'ailleurs, certains ont proposé, on dit que pour sauver l'Ukraine, il faut proposer la dissuasion et que la France et l'Angleterre devraient mettre leur âme atomique au service de l'Ukraine, qui ne pourra pas avoir. Enfin voilà. Donc il y a des scénarios qui sont en train d'être bâtis, mais évidemment ces scénarios-là sont là et le prouvent. Ils sont là pour combler un vide, des choses qui n'existent pas, des budgets militaires qui ont été coupés pendant 40 ans, ces guerres, on va dire, asymétriques qui nous ont occupé l'esprit pendant 25 ans, qui ont fait qu'on a façonné, comme vous expliquez, nos armes et nos blindés pour être sur des positions élevées, pour observer la savane, et finalement, ou en Irak pour patrouiller et pas se prendre des mines, et que là, on se retrouve avec un terrain qui est complètement différent, et surtout avec une guerre qui est une guerre de haute intensité, qu'on n'a pas connue depuis très longtemps, qui demande de l'artillerie, et je crois qu'Emmanuel Macron n'a jamais compris que s'il faut aider les Ukrainiens, la réalité la plus crue, c'est qu'on a besoin d'hommes, ils ont besoin d'hommes pour tenir des tranchées. Ils n'ont pas besoin de forces spéciales, ils n'ont pas besoin, d'ailleurs, cette guerre d'Ukraine a montré les limites des forces spéciales. Les forces spéciales, tout à fait. Voilà, notamment avec les parachutistes russes, les VDV, qui ont été sacrifiés. Les forces spéciales ont été sacrifiées comme de l'infanterie. Et côté ukrainien, pareil. Donc finalement, elle a rebattu les cartes complètement, cette guerre. Je le disais avec les drones et l'affaire des snipers, et également l'affaire des éclaireurs, puisque aujourd'hui, quand on a des drones, bah, il n'y a plus besoin d'envoyer une équipe pour regarder ce qui se passe en face. Donc voilà, donc c'est un chambardement qui s'est fait avec cette guerre, qui restera finalement dans l'histoire. Effectivement, la prolongation, et même moi, en tant que journaliste, j'étais extrêmement surpris. Quand j'étais plus jeune, je m'intéressais beaucoup à la Seconde Guerre mondiale, et encore une fois, à Koursk, on s'est retrouvé dans une forêt. On voit d'ailleurs sur nos images, il y a une tranchée qui date pas de maintenant, mais qui date des années 40, qui date de la présence allemande. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, du point de vue de l'historien militaire ou de l'amateur d'histoire militaire, c'est que on se rend compte que les hommes combattent toujours au même endroit.
Par exemple, quand j'étais allé à Palmyre, quand j'avais couvert la chute de Palmyre, avec l'armée syrienne, il y avait le Hezbollah, l'armée syrienne et Wagner, et bien les djihadistes étaient, vous avez la citadelle de Palmyre qui est un monument qui remonte à l'époque des Mamelouks, et bien ce monument a été dégradé. Pourquoi? Parce que les mecs de Daesh se sont mis en hauteur pour voilà, donc on réutilise les endroits en hauteur, et donc il y a toujours des traces de combat, et c'est très intéressant de voir ça en Ukraine, que l'histoire elle est là, elle est sous les pieds, et souvent c'est des tranchées allemandes. J'avais demandé à un Russe qui m'avait dit non, il n'y a pas de tranchées russes. Nous, on envoyait les mecs à l'assaut sans tranchées. Et puis les Allemands aussi reculant, ils ont fait des positions défensives, évidemment, au fur et à mesure de la guerre. Donc c'est ça qui est assez, voilà, c'est une guerre particulière qu'on n'attendait pas. Rares sont ceux, et je dois reconnaître que Thierry Burkhardt, qui est l'actuel chef d'état-major des armées, avait averti en disant on n'est pas assez prêt pour les guerres de haute intensité, on le critiquait, les gens se moquaient de lui, ils disaient mais non, tout ça c'est fini. Effectivement, on a fait 15 ans de Sahel, on a fait comme l'opération Chamal au Moyen-Orient, et bon, on n'était plus habitué à ça, voilà. Alors, et humainement, je termine. Humainement, juste un détail, c'est quand on a dit on va envoyer des Français là-bas, moi tout de suite je me suis dit mais les Russes que j'ai vus là-bas, les Ukrainiens qui combattent, c'est des monstres. C'est des monstres de rusticité, c'est des types qui sont capables d'être dans un trou de neige pendant 3 jours par des températures. J'ai vécu une semaine, il faisait -15 et les mecs combattaient toujours. Est-ce que la structure, la constitution de la jeunesse française, si on parle de conscription et d'envoyer ces gens-là se battre à l'Est, sont on va dire, de taille à se battre contre des hommes pareils? La réponse est non, c'est tout. Non. En définitive, pour notre conclusion, est-ce que vous pensez, si on prend du recul, on était de la tranchée, maintenant on revient à la grande stratégie, est-ce qu'on pourrait, avec beaucoup de chance, croisons les doigts, être en train d'assister à un début de la fin, ou à la fin du début, comme disait Churchill, de la Seconde Guerre froide? Qu'après tout, la Seconde Guerre froide, d'après les universitaires, commence avec le double veto russo-chinois en 2010 sur la Syrie. Je pense, selon moi, évidemment, qu'elle a commencé avant. Elle commence sans doute avec le bombardement de l'ambassade de Chine en Yougoslavie, qui est quand même très, très agressif. Mais bon, quel que soit le moment où commence vraiment la guerre froide, c'est comme le moment où commence vraiment la Renaissance. Est-ce que c'est 1453, la chute de Constantinople, ou est-ce que c'est 1492? Ces débats-là n'ont pas beaucoup d'importance. Mais en tout cas, tout le monde s'accorde à dire qu'on a bien traversé une guerre froide 2.0. Est-ce qu'on pourrait être en train de la terminer? Est-ce qu'on pourrait assister là, avec les négociations de Trump, vraisemblablement en Arabie Saoudite plutôt qu'à Moscou, même si Poutine l'a invité? Je pense que Trump n'est pas idiot. Il sait ce que c'est qu'un rapport de force en négociation, il veut aller en terrain neutre. Mais avec le sommet, qui serait sans doute le sommet de Riyad, j'imagine, est-ce qu'on pourrait, dans les futurs livres d'histoire, voir marqué sommet de Riyad, fin de la guerre froide 2.0, peut-être? Ce sera ma dernière question. Alors c'est effectivement difficile à imaginer. Je pense que je faisais une allusion, comment dire, au début à l'aspect rouleau compresseur et la coercition qu'exerce Trump, cette manière de sauter à la gorge de ses adversaires et en même temps de tordre le bras de ses alliés ou de les surprendre et de pousser les gens à se dire face à lui, il faut qu'on fasse quelque chose ou qu'on propose quelque chose, a permis déjà, je vous dis, de remettre, de faire que le Hamas cède. Le Hamas va libérer des otages samedi. Donc Trump a menacé quelque part ça, et on se rend compte que le président colombien, il voulait pas récupérer ces migrants, finalement il les a récupérés en 1 heure, quoi. En 2 heures. Il est là pour se faire bien voir en disant oh là là, on sent qu'on va se faire à proposer immédiatement de récupérer ces migrants. L'Iran a dit, vous savez que l'Iran a suspendu ses frappes sur Tel Aviv. L'Iran est censé répondre aux frappes du 26 octobre dernier sur son système de défense, particulièrement anti-aérien, qui a beaucoup souffert. Et l'Iran est censé répondre, sauf que l'Iran a dit nous allons suspendre pour donner une chance à la paix. Le président iranien a dit
je suis prêt à rencontrer Donald Trump. Donc, Donald Trump a menacé l'Iran, mais à chaque fois, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la différence de Netanyahou vis-à-vis de l'Iran, il est en apparence totalement sur la position de Netanyahou. Mais en réalité, il dit toujours, mais on est prêt à la discussion. Il y a toujours voilà, c'est toujours the art of the deal avec Trump. Hein. Vous savez, quand il propose des casinos à Gaza, il est toujours dans l'état d'esprit de l'entrepreneur qui construisait le Taj Mahal à Atlantic City dans le New Jersey. Pour lui, c'est le summum du bonheur, le casino. Voilà. Et donc, il l'avait dit à Kim Jong-un, il regardait la côte la première fois qu'ils se sont rencontrés, il a dit « Ah, je verrais bien des casinos, je verrais bien des immeubles là-bas. » Face à Netanyahou, il me donnait l'illusion d'un entrepreneur avec un tas de cailloux et il faut construire l'immeuble. C'est quand même ça un peu Trump. Mais ça brouille les cartes, ça montre que c'est un type qui a du bon sens, mais qui a surtout une forme d'entêtement assez et il est très têtu. C'est les États-Unis, on profite des États-Unis, on le voit avec l'USAID, personne s'y attendait, hein. On profite des États-Unis et il faut que ça cesse. Et il l'avait déjà dit avec l'OTAN. Il avait dit un matin, je pense qu'il a dû lire le New York Times, et le New York Times expliquait que c'était pendant son premier mandat. Le New York Times expliquait que l'Allemagne s'approvisionnait aux 2/3 d'hydrocarbures russes et que toute la sécurité allemande, il n'y avait pas d'armée et que la sécurité allemande était assurée par les États-Unis et l'OTAN. Il dit mais c'est pas possible. Il faut qu'il paye. Et voilà. Et bien là, il a toujours cette obsession. Et il est en train de mettre en place le truc. Alors après, parfois ça passe, parfois ça casse. Il réalisera pas tout. Mais déjà, en 14 jours, vous vous rendez compte ce qu'il a fait par rapport à, je veux dire, c'est Lénine qui disait en une semaine, parfois, il se passe rien, et puis en une semaine, parfois, il y a plusieurs siècles qui s'écoulent. Et là, je pense pour répondre à votre question, que oui, il y a une époque qui est en train de changer. Alors, une autre phrase que ceux qui me suivent, que je cite souvent, mais c'est la fameuse phrase d'Antonio Gramsci, l'ancien monde se meurt, le nouveau n'est pas encore né, et dans le clair-obscur surgissent des monstres. J'aime beaucoup cette phrase. Je ne sais pas si Trump fait partie de ces monstres, ou s'il fait partie, pour répondre à votre question sur la fin de la guerre froide, du nouveau monde qui est en train de naître. Mais c'est évident qu'il y a un nouveau monde qui est en train de naître. Les rapports internationaux sont plus les mêmes. Il y a des choses, des lignes qui sont en train de bouger. Le Moyen-Orient aussi, c'est évident. Ce qu'a fait Israël, ce qu'a fait le Hamas aussi. Tout ça a changé les choses. La carte a changé, les rapports ont changé. Malheureusement, la social-démocratie est quasiment est en recul. Les régimes autoritaires sont les régimes autoritaires, mais pas n'importe lesquels. C'est-à-dire qu'un homme qui incarne un pays. C'est tout le temps ça, que ce soit un démocrate, un type élu, ou Erdogan, par exemple, ou Donald Trump, ou autocrate. C'est toujours quelqu'un qui incarne, et ça, c'est de plus en plus. Et bon, c'est le signe du monde multipolaire dans lequel on arrive. Est-ce que la grande équation, ce que Trump veut faire avec Poutine, se rapprocher de lui pour l'arracher à la Chine, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Parce que Trump, évidemment, le coup d'après, c'est la Chine, et on verra ce qui va se passer. Je pense pas qu'il y aura de guerre mondiale pour Taïwan, mais ça va être une bataille tarifaire, une bataille économique. Croisons les doigts. Et vous l'avez dit, avec les robots, avec l'avenir qui est en train et avec Trump à côté de lui, que les démocrates ont bêtement laissé partir, parce qu'au départ c'était un mec de chez eux. Eh bien, on voit tout le potentiel du gars, ce qu'il est capable de faire. Il est atypique, il est autiste, il est machin, mais en attendant, il déroule, et effectivement, ça. On est surpris, on est pris, il y a une espèce de tornade qui est en train de s'abattre sur le monde. On va voir où ça va nous mener, mais en tout cas, en tant que journaliste, c'est extrêmement intéressant de voir tout ça. On conclura là-dessus. Pour ce qui est du Moyen-Orient, puisqu'on en avait parlé un peu, je vous recommande Meron Rapoport, qu'on a interviewé sur la chaîne, qui est un collaborateur contributeur de Local Call, Mekomit, journal citoyen israélien, et Plus 97 de Mag. Ce sont eux qui ont révélé le scandale Lavender, avec Palantir notamment et Microsoft. Donc, il parle très bien français. Il est venu sur la chaîne. Il parle bien sûr arabe, hébreu, tout ce qu'on veut.
Je vous le recommande pour Omerta. Et donc, je rappelle que Régis Le Sommier et l'auteur vient de sortir son excellent ouvrage déjà qui cartonne sur Amazon. Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? Même comme cours de géopolitique, je le recommanderais à Sciences Po, je le recommanderais à tous les élèves, même si je pense que Sciences Po est très surfait maintenant, mais c'est mon opinion personnelle. Je le recommanderais comme manuel de géopolitique, parce que maintenant, ce sont les gens de terrain qui peuvent vraiment faire la différence. Et ce bouquin est remarquable justement pour tordre le cou au manichéisme, et puis tordre le cou à tous ces clichés qui datent de cette époque qu'on a bien connue tous les deux. 2001, vous êtes soit avec nous, soit contre nous, l'axe du bien, l'axe du mal. Et justement, 24 ans plus tard, les choses sont plus nuancées, et on vous remercie Régis Le Sommier pour cette nuance. Je vous remercie beaucoup d'être passé sur la chaîne. Je recommande bien sûr Omerta. En toute gratuité, c'est un plaisir. C'est pas du tout un sponsor de la chaîne, mais c'est vraiment un plaisir. C'est une très bonne publication. Et je recommande votre bouquin qu'on peut trouver sur la Fnac, sur Amazon. Il est aux éditions Max Milo. Vous revenez quand vous voulez, Régis Le Sommier. On espère que vous interviewerez Meron Rapoport. C'est très intéressant. Meron Rapoport. Et moi, je vais donc passer aux questions du chat après votre départ. Mais c'était un plaisir. Merci à tous.